Au sommaire de cette édition, l'ambassadeur de France a été convoqué ce mercredi par le ministre guinéen des Affaires étrangères après les critiques sur les élections. En 2006, des gisements de brut exploitables ont été découverts dans la région du lac Albert, en Ouganda. Mais 14 ans plus tard, le pays attend toujours d'extraire ses premières gouttes d'or noires. Et puis, après avoir été inculpé par les États-Unis de narcoterrorisme, le président vénézuélien Nicolás Maduro a traité son homologue américain Donald Trump de cow-boy, raciste et suprémaciste. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Tenue du procès d'une personnalité emblématique de la contestation en Algérie. Le verdict du procès visant Lakhdar Bourega, vétéran respecté de la guerre d'indépendance, a été renvoyé au 2 avril et ce, sans explication d'après ses avocats. C'est le tribunal de Bir Mourad Raïs 6 à Alger qui a reporté le verdict du prévenu au 2 avril. Le parquet a requis le 12 mars une peine d'1 an de prison ferme pour atteinte à corps constitué. L'activiste de la contestation en Algérie, âgé de 86 ans, devait connaître sa sentence jeudi. L'ancien commandant de l'armée de libération nationale avait été arrêté à son domicile en juin dernier. Son péché est d'avoir ouvertement critiqué l'ex-chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier, décédé le 23 décembre, apparaissait alors comme l'homme fort du pays après la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril. Après son arrestation, Lakhdar Bourega est devenu une des figures les plus en vue du Irak et, aux yeux des défenseurs des droits humains, le symbole de tous les détenus politiques et d'opinion. Il avait été remis en liberté provisoire le 2 janvier après avoir passé 6 mois en détention préventive à la prison d'El Arash à Alger. Il faut dire que la justice algérienne fonctionne actuellement au ralenti en raison de la pandémie du nouveau coronavirus dont le bilan officiel s'élève à 21 morts et 302 cas confirmés dans le pays. Le ministère de la Justice a annoncé le 16 mars la suspension jusqu'au 31 mars de toutes les audiences des tribunaux criminels et correctionnels qui se poursuivent à huis clos. La machine judiciaire continue néanmoins de sévir en Algérie. L'ambassadeur de France en Guinée a été convoqué ce mercredi par le ministre guinéen des Affaires étrangères. Cette convocation intervient après les critiques de la France sur les élections de dimanche dernier dans le pays. Le ministre guinéen des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français à Conakry ce mercredi après un communiqué de la France mettant en doute la crédibilité du double scrutin législatif et référendaire qui s'est tenu dimanche. Les échanges ont été fermes entre le ministre guinéen des Affaires étrangères Mamadi Touré et l'ambassadeur de France Jean-Marc Grosgurin. De sources concordantes, le communiqué du Quai d'Orsay publié 2 jours après le vote et appuyé par l'Allemagne, était au centre des discussions. Le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense, excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles, affirmait la déclaration. Ce jeudi, c'est l'Union européenne, cette fois, qui a repris en des thèmes similaires les observations de Paris, ajoutant que les actes de violence et l'usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre sont inacceptables. La veille, c'était au tour des États-Unis de demander au gouvernement guinéen d'enquêter de manière rapide et transparente sur tous les décès liés aux manifestations. Une douzaine de personnes au moins ont perdu la vie lors des troubles survenus dans la capitale Conakry et plusieurs villes de l'intérieur après le double scrutin législatif et référendaire. Lutte contre les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 10 membres d'un groupe armé accusé du massacre de dizaines de civils en Ituri ont été tués. D'après une source militaire, leur chef a été grièvement blessé par l'armée congolaise.
Le porte-parole de l'armée dans la région de l'Ituri a indiqué que l'armée a été attaquée par un convoi des éléments du groupe armé Ngudjolo dans le territoire de Djougou. Le chef rebelle Ngudjolo a été grièvement blessé lors du combat. Le bilan fait état de 10 morts, dont 7 gardes du chef rebelle. À l'occasion, un militaire a également été blessé. Ngudjolo est en effet le chef du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, très actif depuis juin dans le territoire de Djougou. Cette région du nord de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017. Déjà, plus de 700 civils y ont été tués dans un conflit digne d'un crime contre l'humanité, selon les Nations Unies. Dans cette région riche en ressources minières, un conflit communautaire avait fait plusieurs dizaines de milliers de victimes entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne. Un des enjeux majeurs du conflit actuel est le contrôle des terres par les Lendu, selon un rapport conjoint de la mission des Nations Unies au Congo et du Bureau des droits de l'homme, publié en janvier. Ce journal se poursuit pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Un marché de Dakar au Sénégal a été mis à l'arrêt, ce qui n'est pas sans conséquences pour les commerçants. L'impact du coronavirus se fait sentir au Sénégal sur les petits commerçants. À la pointe des Almadies, un endroit fréquenté par les touristes, les restaurants sont fermés. Pareil pour le marché. Le petit coin ressemble à un désert. Sur place, le GIE du bassin d'huîtres de Joal Fadiout a perdu l'essentiel de son personnel. Ils étaient ici 20 à gérer le bassin. Mais désormais, il ne reste qu'Issa Ndiaye, le gérant du bassin, et son frère. Chaque jour, ils entretiennent le bassin pour essayer de tenir en vie les dernières huîtres qui risquent de pourrir dans 10 jours si elles ne sont pas écoulées. Tous les bassins là étaient pleins de huîtres. Il y avait plus de tonnes de huîtres. Ouais, maintenant, tout est pourri. Parce que les clients venaient, les hôtels ont ravitaillé tous les hôtels, les grands hôtels à Dakar. Ils venaient ici pour prendre, mais maintenant, on n'a plus de clients. Tous les gens sont rentrés au village. Mais maintenant, c'est du gâchis. On a perdu presque des tonnes d'huîtres, des coquillages, tout est pourri. Vous avez vu mon frère Kadela. Elle est en train de ramasser les coquillages pour les jeter à la mer. Comme chez Issa Ndiaye, la poissonnerie d'Omarsa aussi essaie de survivre. Il est obligé de conserver toutes ses provisions. C'est vraiment la période des vaches maigres parce qu'on arrive à avoir du poisson, mais tout le temps on est en train de chaque jour de les conserver. Bon, tu vois, les clients ne viennent plus, quoi. C'est Corona qui nous a obligés à faire ça, quoi. On n'a pas dit le confinement, mais toujours ça se constate, quoi, dans toutes les artères de la ville. Même ici aux Almadies, tout est fermé, quoi. On n'arrive même plus à avoir les clients. 13 nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement confirmés ce mercredi au Sénégal, ce qui porte le total à 99 depuis l'apparition du virus dans le pays le 2 mars dernier. 9 patients ont été déclarés guéris et aucun décès n'est à déplorer. 14 ans après la découverte de gisements de pétrole exploitables en Ouganda, pas une seule goutte d'or noir n'a été extraite. L'Ouganda n'a cessé de décaler la date prévue pour le début de l'exportation du brut, maintenant fixée à 2023. 1,4 milliard de barils de brut récupérables se trouvent sous les eaux du lac Albert. L'Ouganda dispose de la 4e réserve d'Afrique subsaharienne. Mais 10 ans après cette trouvaille, aucune raffinerie à l'horizon et aucune extraction n'a été effectuée. John Tundulu a été expulsé de chez lui au démarrage du projet. Aujourd'hui, il a du mal à finir les fins de mois. Le pétrole a changé ma vie, parce que maintenant, je meurs de faim. Avant cela, j'avais une vie correcte. J'arrivais même à gagner un peu d'argent en cultivant. Mais maintenant, c'est plus possible. Je n'ai nulle part où aller. Des compagnies pétrolières françaises, britanniques et chinoises gèrent les projets autour du lac qui sépare l'Ouganda de la RDC. Mais les divers partenaires peinent à négocier leurs accords commerciaux. Effectivement, quand on découvre des réserves, on espère mettre en production 7 à 10 ans après. Et là, on voit que les découvertes datent de 2006, donc on a quand même accumulé un certain nombre de retards. Le gouvernement s'attend à terme à engranger 1,5 milliard de dollars par an grâce à ces gisements. D'un point de vue technique, les projets sont prêts.
Mais les négociations commerciales sont toujours en cours. Mais nous sommes optimistes parce que ce projet a été approuvé depuis plus de 30 ans. Plus de 7000 personnes ont été expulsées de leurs terres pour permettre la construction d'un aéroport et d'une raffinerie. Certains ont été relogés, mais d'autres attendent toujours des compensations. Ils nous avaient promis des titres de propriété pour nos terres, mais jusqu'à présent, ces terres ne nous appartiennent pas légalement. Nous ne sommes toujours pas les propriétaires. 6 ONG ont déposé plainte contre Total en France, accusant le groupe d'avoir dépossédé la population locale de ses terres. Autre inquiétude, les conséquences écologiques. Le projet pétrolier va traverser le parc des Murchison Falls. Le gouvernement estime avoir mis en place les mesures nécessaires pour protéger l'environnement. En Ouganda, 21% de la population vit dans une pauvreté extrême. Le pays compte sur le pétrole pour rembourser sa dette publique. Optimiste, il tape sur une production d'ici 3 ans. Pour finir cette édition, le président vénézuélien Nicolás Maduro reproche aux États-Unis et à Donald Trump en particulier la décision du ministère américain de la Justice de l'inculper, lui et plusieurs de ses principaux collaborateurs pour narco-terrorisme. Il a également qualifié Donald Trump d'escroc. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi l'inculpation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ce faisant, ils augmentent encore la pression sur les dirigeants socialistes dont ils souhaitent l'éviction. En réponse à ces accusations qu'il qualifie de fallacieuses, le dirigeant vénézuélien a traité le président Donald Trump de cow-boy raciste et suprémaciste. Le gouvernement de Donald Trump, dans une action extravagante, extrémiste, vulgaire et misérable, a lancé une série d'accusations fausses et fallacieuses. Alors je dis, tu es un minable, Donald Trump. Il n'agit pas seulement comme un cow-boy raciste et suprémaciste. Non, pas seulement comme ça. Il gère les relations internationales comme un escroc. Washington offre une prime pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information qui permettrait d'arrêter Nicolás Maduro. Outre le président socialiste, le numéro 2 du parti présidentiel, Diosdado Cabello, et plusieurs hauts gradés sont soupçonnés par Washington d'avoir formé vers 1999 le cartel de Los Soles, le cartel des Soleils, en référence aux insignes placés sur les uniformes d'officiers au Venezuela. Ils sont accusés de s'être associés à une organisation terroriste extrêmement violente, les forces armées révolutionnaires de Colombie, dans un effort pour inonder les États-Unis de cocaïne. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.